La pluie martelait les pavés de Montmartre comme un reproche divin. Et dans cette averse impitoyable, un cri déchira la nuit, « Ne me laissez pas. Maman? S'il te plaît. » Mais la silhouette de la femme s'éloignait déjà. Ombre fugitive sous un parapluie noir. Abandonnant le petit garçon de 5 ans. Trempé jusqu'aux os. À genoux devant la porte d'un orphelinat aux murs lézardés. Ses larmes se mêlaient à l'eau du ciel. Et il hurla une dernière fois. Un hurlement primal qui fit trembler les vitres. Avant que le silence ne l'engloutisse comme un linceul. Ce soir-là, 5 destins brisés convergeaient vers le même abîme, 5 garçons. Orphelins d'un coup. Jetés aux portes de l'orphelinat Saint-Vincent de Paul. Où les échos de leurs pleurs se fondaient en un chœur funèbre. Émilie Duval? Une veuve de 40 ans aux yeux verts comme les prairies normandes qu'elle avait fui pour les rues de Paris. Apprit leur existence par un article du Figaro. Niché entre les potins mondains et les débats sur la République. 5 âmes perdues dans la tourmente de la misère. Titrait-on. Avec une photo floue où leurs visages enfantins, sales et implorants, semblaient fixer l'objectif comme un accusé. Émilie, qui avait perdu son mari dans les tranchées de la Grande Guerre et son unique fils à la naissance, sentit un feu s'allumer en elle, non pas la pitié stérile, mais une rage généreuse. Une soif de réparer ce que le monde avait fracassé. Elle vendit sa petite boutique de fleurs rue de Rivoli. Troqua ses robes de soie contre des tabliers pratiques. Et se présenta à l'orphelinat avec une détermination qui fit blêmir la supérieure. « Je les prends tous. » déclara-t-elle d'une voix ferme. Sans un battement de cils. « Dieu m'a donné les moyens, je lui rends l'appareil. » Les garçons arrivèrent chez elle par une matinée d'automne 1925. Chargés de sacs en toile usée et de regards méfiants. Léopold, le plus âgé à 10 ans, était un gamin aux cheveux noirs en bataille et aux yeux d'un bleu perçant. Comme s'il avait volé le ciel pour y cacher sa douleur. Il serrait les poings. Prêt à mordre quiconque s'approcherait trop près. À ses côtés, Arthur, 8 ans, frêle comme un roseau. Avec une tignasse rousse qui flamboyait sous le soleil pâle, ses lèvres tremblaient. Mais il ne pleurait pas encore. Puis venait Pierre. 7 ans. Trapu et boudeur. Aux joues rondes marquées de taches de rousseur, Julien. 6 ans. Un elfe aux boucles blondes et au sourire timide qui masquait une peur viscérale, et enfin Marc. Le petit de 5 ans. Celui de la pluie. Dont les yeux sombres portaient encore l'empreinte de l'abandon. Émilie les installa dans sa maisonnette du Marais. Un ancien couvent reconverti avec un jardin envahi de rosiers sauvages. Ici, vous êtes mes fils? Leur dit-elle en servant un repas fumant de pot-au-feu. Ses mains calleuses caressant leur tête hirsute. Et cette maison est votre forteresse. Les premiers mois furent un chaos tendre. Une symphonie de cris et de rires étouffés. Léopold, le leader naturel, organisait des jeux rudes dans le jardin, où il protégeait farouchement les plus petits des ombres du passé. Personne ne nous sépare plus, jurait-il, gravant leurs initiales sur l'écorce d'un vieux chêne. Arthur, plus sensible, passait des heures à dessiner des cartes imaginaires de mondes où les mers ne fuyaient pas. Pierre, le glouton, dévorait les livres d'Émilie au Balzac. Hugo comme s'il contenait les secrets pour ne plus jamais avoir faim. Julien, rêveur, cueillait des fleurs pour Émilie, murmurant des émersiles qui la faisaient fondre. Et Marc, le bébé de la troupe, s'accrochait à ses jambes comme une ancre, babillant des histoires inventées pour conjurer la nuit. Émilie les éduqua avec une fermeté aimante, les inscrivant à l'école communale où ils apprirent le catéchisme et les rudiments de la République. Les dimanches, ils assistaient à la messe à Notre-Dame, où les vitraux projetaient des éclats de couleurs sur leurs visages solennels. Mais la vie n'était pas un conte, la Grande Dépression frappa en 1929. Et Émilie dut ravauder des vêtements pour les ateliers de la rive gauche. Rentrant épuisée,
les doigts noircis par l'aiguille. Les garçons, sentant sa fatigue, se serrèrent les coudes. Léopold trouva un petit boulot de livreur. Arthur réparait les vélos des voisins. Pierre aidait au marché. Julien et Marc, encore petits, chantaient des comptines pour égayer les soirées. C'était une famille forgée dans l'adversité, où l'amour n'était pas un mot doux, mais un acte quotidien. Un rempart contre le vide. Au fil des ans, les garçons grandirent, leur corps s'allongeant comme des cyprès sous le vent du change. À 16 ans, Léopold était un adolescent farouche. Apprenti menuisier chez un ébéniste du faubourg Saint-Antoine. Ses épaules larges et ses mains calleuses trahissaient une force contenue. Mais ses yeux gardaient cette lueur bleue. Tourmentée. Arthur, 14 ans, excellait à l'école, dévorant les poèmes de Verlaine avec une ferveur presque mystique. Pierre, le costaud, s'était tourné vers le rugby au lycée. Son rire tonitruant masquant une vulnérabilité qu'il n'avouait qu'à Émilie. Julien, 13 ans, avait découvert la musique. Grattant une guitare usée dans le grenier. Ses boucles blondes cascadant sur un visage angélique. Marc, 12 ans, était le clown de la maison. Mimant les stars d'Hollywood avec un accent yankee volé aux films projetés au cinéma du coin. Pourtant, sous cette harmonie apparente, des ombres se dessinaient. Léopold, lors de ses soirées solitaires, sentait une agitation inexplicable. Les rires des filles à l'atelier le laissaient indifférent. Tandis qu'un regard furtif sur Arthur, penché sur ses cahiers, faisait battre son cœur d'une façon interdite. Arthur, de son côté, rougissait en surprenant Léopold torse nu après une douche, attribuant cela à l'admiration fraternelle. Julien, plus introspectif, observait les passants dans les rues de Paris, ces hommes élégants en costumes cintrés avec une curiosité qui le tourmentait la nuit. 3 secrets. 3 flammes couvant sous la cendre d'une enfance volée. Un soir d'été 1935. Alors que la chaleur étouffait le marais. Émilie réunit les garçons autour de la table en chêne patinée. « Mes fils, vous êtes des hommes maintenant, » dit-elle. Sa voix chevrotante trahissant l'émotion. « Le monde est cruel, mais vous avez l'un l'autre. N'oubliez jamais, l'amour vrai ne divise pas, il unit. » Léopold hocha la tête, serrant la main d'Arthur sous la nappe. Un geste innocent qui les fit tous deux tressaillir. Pierre leva son verre de cidre en riant. Julien sourit rêveusement. Et Marc, espiègle, lança une croûte de pain qui déclencha une bataille joyeuse. Mais dans les yeux d'Émilie, une lueur de prescience brillait. Elle savait que les tempêtes viendraient. Que l'amour, ce beau monstre, exigerait son tribut. Les années suivantes filèrent comme les trains de la gare de Lyon, emportant les garçons vers l'âge adulte dans un tourbillon de rire et de silence lourd. Léopold, à 20 ans, avait repris l'atelier de son maître, sculptant des meubles aux lignes épurées qui ornaient les salons bourgeois de Passy. Il était devenu un homme solide, aux traits ciselés par le travail. Mais son cœur restait un chantier inachevé. Les nuits, quand Paris s'endormait sous un voile de brume, il errait le long de la Seine, observant les couples enlacés sur les bancs. Une attirance sournoise le rongeait, non pour les robes fluides des flâneuses, mais pour la courbe d'une épaule masculine, le timbre grave d'une voix. Et toujours, au centre de ce maelstrom, Arthur, son frère d'adoption. Son ombre fidèle. Arthur, 18 ans, avait intégré l'école des beaux-arts, où ses toiles, imprégnées de lumière césanienne, capturaient l'âme tourmentée de la ville. Il vivait encore chez Émilie, partageant une chambre exiguë avec Marc. Mais ses pensées vagabondaient vers Léopold, cet aîné protecteur dont la présence le comblait et l'effrayait à la fois.
lors d'une exposition au Louvre, où une de ses œuvres fut primée. Léopold vint le féliciter, posant une main ferme sur son épaule. « Tu es un génie. Petit » murmura-t-il. Et Arthur sentit un frisson le traverser. Comme si ce contact avait allumé une mèche. Ils rentrèrent ensemble, marchant côte à côte sous les platanes du boulevard Saint-Germain, parlant de tout et de rien, de la montée du Front populaire, des ombres nazies en Allemagne mais évitant le feu qui couvait. Julien, 16 ans, avait fui l'usine où Pierre l'avait traîné pour un apprentissage de mécanicien, la musique l'appelait irrésistiblement. Il jouait dans les cabarets enfumés de Montparnasse, sa guitare pleurant des blues inspirés des disques volés d'Arthur. Là, parmi les poètes ivres et les artistes maudits, il croisa pour la première fois un regard qui le désarma, celui de Raoul. Un danseur aux yeux de velours, qui l'invita à partager une cigarette sous les néons clignotants. « Tu joues comme si ton cœur saignait, » dit Raoul. Et Julien, le souffle court, comprit que ce n'était pas seulement la musique qui le faisait saigner. Leur premier baiser, volé dans une ruelle derrière le Moulin Rouge, fut un éclair, doux, terrifiant, libérateur. Julien rentra chez Émilie à l'aube, les lèvres gonflées, le secret gravé dans sa chair. Pierre et Marc, hétérosexuels dans l'âme, naviguaient des eaux plus calmes. Pierre, 22 ans, avait épousé une marchande de fromage du marché des Enfants Rouges, une robuste Alsacienne nommée Claire. Et il vivait dans un appartement bruyant du Belleville, entouré de rires et de bébés en devenir. Marc, 16 ans, étudiait la médecine à la Sorbonne, son esprit vif aspirant à guérir les plaies du monde ou du moins celles d'Émilie, dont la santé déclinait sous le poids des ans. Émilie, à 60 ans, toussait dans la nuit, ses poumons noircis par les années de couture. Mais elle refusait les docteurs. C'est le cœur qui guérit, pas les pilules, disait-elle, serrant Marc contre elle. Le conflit couva lors d'un Noël 1938, quand la guerre grondait aux frontières. La famille se réunit pour la dernière fois avant l'orage, la table ployée sous le foie gras et les bûches, les bougies dansant sur les visages vieillis. Léopold, assis en face d'Arthur, sentit la tension monter quand leurs genoux se frôlèrent sous la nappe. « À nous, à l'amour qui nous lie », porta Émilie un toast. Et Léopold, le vin aidant, osa « à l'amour vrai », celui qui transcende le sang. Ses yeux plongèrent dans ceux d'Arthur. Un instant trop long, trop chargé. Pierre ricana. Mal à l'aise, qu'est-ce que c'est que ces fadaises? On est des hommes, pas des poètes. Julien, sentant le malaise, entonna un chant de Noël. Mais le mal était fait. Plus tard, dans le jardin givré, Léopold attira Arthur à l'écart. « Je ne peux plus prétendre, » murmura-t-il. Sa voix rauque. « C'est toi. Depuis toujours. Toi que je veux. » Arthur, pâle comme un linceul, recula, « On est frères. » Léopold. Émilie. La famille. C'est impossible. Mais ses lèvres tremblaient d'un désir qu'il niait. Et Léopold, blessé, s'éloigna dans la nuit, le cœur en lambeaux. Julien, de son côté, vivait un tourbillon avec Raoul, des nuits de passion dans un grenier de la Butte, où les corps s'entremêlaient au rythme du jazz clandestin. Raoul, libre et flamboyant, l'initia au cercle underground de Paris, ces bars cachés où les hommes dansaient sans masque, où l'amour défiait les lois. « Viens avec moi à Berlin, » proposa Raoul un soir, ivre de vin et de promesses. « Là-bas, on peut être nous-mêmes. » Julien hésita.
Déchiré entre son amour naissant et le foyer d'Émilie. Pierre, apprenant l'affaire par un commérage de cabaret, explosa, c'est une abomination. Tu déshonores notre mère. Une bagarre éclata. Point nu dans la cour de l'immeuble. Pierre hurlant des injures tandis que Marc séparait les frères. Les larmes aux yeux. Émilie, alitée, apprit tout par les murmures, son cœur se serra. Non de dégoût, mais de peur pour ses fils perdus dans un monde hostile. La guerre éclata en septembre 1939. Comme un coup près. Léopold fut mobilisé en premier. Enrôlé dans la 2e division blindée. Ses outils de menuisier troqués pour un fusil. Arthur, exempté pour ses études, peignait des fresques de camouflage pour l'armée. Julien, réfractaire, se cacha avec Raoul dans les sous-sols de Montmartre, composant des chansons de résistance. Pierre rejoignit les lignes, son tempérament belliqueux le poussant vers le front. Tandis que Marc, en blouse blanche, soignait les blessés à l'hôpital Lariboisière. Émilie, seule dans la maisonnette, tricotait des écharpes pour les soldats, priant chaque soir pour que le fil du destin ne se rompe pas. Les lettres affluaient. Chargé d'encre et d'absence, Léopold décrivait les Flandres boueuses. Arthur envoyait des croquis de Paris fantômes. Julien glissait des couplets codés sur l'amour interdit. Mais c'est une missive de Léopold qui brisa Arthur, je combats pour vous tous. Mais c'est ton visage qui me garde en vie. Si je reviens, on fuira cette farce fraternelle. Arthur, dévoré par la culpabilité, brûla la lettre dans le poêle. Mais les mots s'imprimaient en lui comme un tatouage. La trahison germait, comment aimer sans détruire? L'occupation transforma Paris en une marionnette au fil tendu par l'ennemi. Les rues, autrefois bruissantes de fiacres et de rires, se muèrent en couloirs silencieux hantés par les patrouilles grises. Émilie, affaiblie par une pneumonie, confia la maison à Arthur et Marc. Tandis que Pierre, fait prisonnier à Dunkerque, croupissait dans un stalag en Allemagne. Julien et Raoul rejoignirent la résistance, distribuant des tracts sous le manteau de la nuit. Leur baiser volé devenant acte de rébellion. Léopold, évadé d'un convoi allemand, errait dans les maquis du Morvan, sculptant des armes artisanales avec la précision d'un artiste. Reviens-moi entier, suppliait Arthur dans ses lettres clandestines. Mais la censure les expurgeait de leur tendresse. C'est en 1942, lors d'une rafle au Vélodrome d'hiver, que le drame frappa. Raoul fut arrêté pour débauche. Son identité de déviant révélée par un traître du cabaret. Julien, planqué dans un grenier, apprit la nouvelle par un billet glissé sous la porte, ils l'ont emmené à Fresnes. Sauve-toi. Fou de douleur, il courut vers la préfecture. Mais les gardiens l'écartèrent comme un chien galeux. Raoul disparut dans les déportations. Son dernier mot un poème griffonné sur un mouchoir, ton amour est ma liberté. Julien, brisé, sombra dans une apathie fiévreuse, dormant des jours entiers dans le lit d'Émilie, qui le veillait en murmurant des psaumes. L'amour n'est pas un crime. Mon fils, lui dit-elle un soir, caressant ses boucles fanées. C'est le plus beau des péchés. Arthur, déchiré entre son secret pour Léopold et la compassion pour Julien, trouva refuge dans sa peinture. Ses toiles, exposées illégalement dans un atelier du quartier latin, dépeignaient des amours maudits, amants enlacés dans l'ombre des nazis. Frères unis par un fil invisible. Un soir d'hiver, alors que la neige saupoudrait les toits, il croisa Lucien, un officier de la France libre en transit, aux yeux gris comme la Manche. Lucien, bisexuel assumé, reconnut en Arthur un frère d'âme. Leur liaison fut un baume, des nuits chuchotées dans un hôtel borgne, où Arthur confia son tourment pour Léopold.
L'amour n'obéit pas aux lois des hommes, murmura Lucien. Mais ces mots semèrent le doute. Quand Lucien partit pour l'Afrique, il emporta un portrait d'Arthur et une promesse, « Attends-moi. » Léopold, dans les forêts du centre, apprit la rumeur par un résistant, Arthur avait un amant. La jalousie le rongeait comme l'acide, transformant son amour en rage. Lors d'une embuscade près d'Auxerre, il captura un collaborateur. Un jeune homme au trait fin qui implora, « Pitié. J'aime un homme. Pas cette guerre. » Léopold, hanté, le libéra en secret. Mais l'incident le hanta, était-il différent de ceux qu'il combattait? Il écrivit à Arthur une lettre enflammée. Intercepté par la Gestapo, traître. Tu m'as vendu pour un fantôme. Arthur, recevant l'écho déformé, crut à une dénonciation et coupa les ponts. Son cœur se figeant en glace. Le climax survint au printemps 1944. Avec le débarquement. Paris se souleva en août. Les barricades fleurissant comme des roses sanglantes. Pierre, libéré des camps, rejoignit les FFI. Son corps émacié porté par la vengeance. Marc, en infirmier de rue, pansait les blessures sous le feu des mitrailleuses. Julien, ressuscité par la fureur, composa l'hymne des oubliés. Un chant pour Raoul qui galvanisa les maquisards. Léopold, convergeant vers la capitale, croisa Arthur par hasard sur le boulevard Sébastopol. Au milieu du chaos, les explosions illuminaient leurs visages. Et Léopold, couvert de boue, saisit Arthur par le col, « Tu m'as trahi pour un officier ? Pour qui ? Dis-moi. » Arthur, les yeux emplis de larmes, hurla par-dessus le vacarme, « C'était pour oublier. Oublier que je t'aime depuis que nous avions 10 ans. Que ce lien nous maudit. » Ils s'effondrèrent contre un mur. Les balles sifflant. Et dans cet instant suspendu, leurs lèvres se joignirent à un baiser salé de sang et de sel. Un aveu primal qui balaya les mensonges. Mais la trahison n'était pas finie. Lucien, revenu en héros, surprit la scène et, jaloux, murmura à Pierre, « Ton frère est un sodomite. Comme Julien. » Pierre, rongé par les camps et la haine, confronta Arthur dans la maison d'Émilie. Encore debout miraculeusement. « Tu salis notre sang. Émilie nous a sauvés pour ça ?» Les poings volèrent. Pierre frappant Arthur jusqu'au sang. Marc intervenant trop tard. Émilie, descendant l'escalier en robe de chambre, s'interposa, « Assez. L'amour n'est pas une arme. Pierre. C'est ce qui nous a gardés vivants. » Pierre, effondré, s'enfuit dans la nuit. Sa foi en la famille brisée. Julien, apprenant le drame, accourut, sa guitare en bandoulière. Il trouva Arthur pansé par Marc. Léopold veillant comme un lion blessé. « Nous sommes 3. » dit Julien d'une voix ferme. 3 âmes liées par le même feu. La guerre nous a pris Raoul. Mais pas notre vérité. Ensemble, ils jurèrent fidélité, non plus comme frères, mais comme amants potentiels. Gardiens d'un amour fluide. Sans chaîne. La libération inonda Paris d'une joie fiévreuse. Les cloches sonnant comme un glas inversé. Les chars alliés défilaient sur les Champs-Élysées. Les femmes tondues pleuraient dans les fontaines. Et la famille Duval, éparpillée par la tourmente, se reforma autour d'Émilie, dont la toux s'était muée en râle. Léopold et Arthur, inséparables désormais, partageaient un appartement modeste près de Bastille, sculptant et peignant une vie clandestine. Leur nuit était un sanctuaire, corps entrelacés sous les draps usés. Murmure de Verlaine au creux de l'oreille. Un amour qui cicatrisait les plaies de la guerre. Tu es ma scène. Mon flux éternel.
chuchotait Léopold, traçant des arabesques sur la peau d'Arthur, qui répondait par des baisers lents, comme pour graver l'instant dans l'éternité. Julien, hanté par Raoul, transforma sa douleur en art, son hymne des oubliés devint un tube de la libération. Chanté dans les bals musettes. Il rencontra Étienne, un libraire juif rescapé d'Auschwitz, aux yeux profonds comme des puits de mémoire. Leur union fut un pont entre passé et avenir, des après-midi à feuilleter Proust dans la arrière-boutique. Des soirées où Étienne lisait des passages de Gide sur l'immoraliste, validant l'identité de Julien. L'amour gay n'est pas une mode, c'est une révolution intime, confiait Étienne. Et Julien, apaisé, composait des ballades pour lui. Note tendre qui pensait les cicatrices invisibles. Pierre, rongé par la culpabilité, erra dans les camps de réfugiés allemands, aidant les déportés comme pour expier son violence. Claire, enceinte de leur second, le ramena à Paris par train bondé, où il trouva refuge chez Émilie. « Je ne suis pas un monstre », avoua-t-il un soir, à genoux devant sa mère adoptive. « J'ai peur. C'est tout. Peur que l'amour de mes frères nous détruise. » Émilie, affaiblie mais sage, posa une main sur sa tête, l'amour ne détruit que si on le nie. Mon fils, accepte-les, ou tu te perdras toi-même. Pierre, lentement, se réconcilia, il invita Léopold à un match de rugby. Rit avec Arthur autour d'un pastis. Et même dansa maladroitement avec Julien lors d'une fête de quartier. Marc, le pilier, orchestrerait ses retrouvailles. Sa blouse de médecin tachée de sueur et de larmes. Pourtant, la trahison ressurgit comme un fantôme. Lucien, promu capitaine, revint en 1945. Exigeant d'Arthur un choix, moi ou ton frère inceste? Arthur, loyal, le repoussa. Mais Lucien, amer, répandit des rumeurs dans les cercles artistiques, les Duval, une nichée de pédérastes. Les portes se fermèrent, les commandes de Léopold tarirent. Les toiles d'Arthur furent refusées au salon. Julien, accusé par ricochet, perdit un contrat radio. La famille, unie, fit front, Émilie vendit un collier d'héritage pour payer les factures. Marc plaida leur cause auprès d'un juge bienveillant. Mais le coup fatal vint de l'intérieur, Pierre, sous pression de Claire S. beaux-parents conservateurs, craqua et témoigna anonymement contre ses frères lors d'une enquête policière sur les vices contre nature. Les perquisitions suivirent nuit d'interrogatoire au quai des Orfèvres, où Léopold fut battu pour outrage aux mœurs. Arthur, apprenant la trahison de Pierre par un flic goguenard, s'effondra. Même toi, notre roc, hurla-t-il quand Pierre avoua, en larmes, dans le jardin des rosiers fanés. Pierre, brisé, je voulais vous protéger. De la société. Pas de moi. La fracture fut béante, Léopold jura de ne plus lui adresser la parole. Julien composa une élégie amère. Marc médita en silence. Émilie, sentant sa fin proche, les réunit une dernière fois. Allongée sur son lit, entourée de ses fils comme une madone laïque, elle parla d'une voix filante, « J'ai recueilli 5 garçons abandonnés parce que l'amour n'a pas de sang. Vous êtes mes fils? Gays ou droits? Brisés ou entiers? Ne laissez pas la haine vous voler ça. » Ses yeux verts s'éteignirent doucement. Un sourire aux lèvres, laissant un vide que Paris entier ne pouvait combler. Les funérailles, sous un ciel de plomb, virent la famille se reformer dans la douleur. Pierre, veillant le cercueil, murmura à Léopold, « Pardon. Je combattrai pour vous. Maintenant. » Arthur, serrant la main de Julien, trouva force dans leur triade, 3 âmes gaies.
Pilier d'une fraternité réinventée. Marc prononça l'oraison, Émilie nous a appris que l'humanité réside dans l'acceptation. Les années d'après-guerre rebâtirent Paris pierre à pierre. Mais les cœurs des Duval cicatrisaient plus lentement. Léopold et Arthur. Inséparables. Ouvrir un atelier hybride, meubles sculptés ornés de fresques peintes. Vendus aux collectionneurs d'art moderne qui voyaient en eux les apôtres d'un renouveau. Leur amour. Jadis clandestin. S'afficha subtilement une main sur l'épaule en public. Des voyages à Deauville où ils marchaient nus sur la plage au lever du soleil. Nous sommes le pont entre frères et amants. Confiait Arthur à ses élèves de l'Académie Julian. Où il enseignait désormais. Léopold. Pragmatique. Hochait la tête et le monde nous rattrapera. Un jour. Julien et Étienne fondèrent une petite maison d'édition. Les Voix oubliées. Publiant des auteurs censurés, Giono sur l'exil. Yourcenar sur les amours antiques. Leur union. Solide comme un chêne. Engendra une fille adoptive. Une orpheline de la guerre nommée Rose. Qui grandit au milieu des livres et des chansons. Julien. Guéri de Raoul. Composait pour Étienne des sérénades au saxophone. Et lors des soirées littéraires du quartier. Il dansait un tango lent. Défiant les regards torves. L'amour gai est une symphonie inachevée. Écrivait Julien dans son journal. Mais avec toi. Elle résonne éternellement. Pierre. Transformé par la perte d'Émilie. Devint ouvrier syndicaliste au sein de la CGT. Militant pour les droits des minorités invisibles. Il divorça de Claire. Incapable de plier à ses préjugés. Et se remaria avec une infirmière progressiste. Thérèse. Qui soignait les lépreux de la Salpêtrière. Ensemble. Ils élevèrent leurs enfants dans un Belleville cosmopolite. Où Pierre racontait aux petits, tes oncles m'ont appris que la force est dans le pardon. Il répara sa trahison par des actes, témoignant pour innocenter des homosexuels accusés. Organisant des débats sur la tolérance à la bourse du travail. Léopold. Lors d'une réconciliation arrosée de Calvados. Lui tapa l'épaule, tu es notre frère. Pierre. Toujours. Marc. Le guérisseur. Épousa une consoeur. Élise. Et ils ouvrirent une clinique gratuite dans le Marais. Soignant les vétérans hantés par les souvenirs. Père de jumeaux. Il veillait sur la fratrie comme un patriarche discret. Arbitrant les querelles avec une sagesse biblique. Émilie nous a légué l'humanisme. Disait-il lors des repas dominicaux. Où la table ployait désormais sous les rires et les disputes joyeuses. En 1955. 10 ans après la libération. Les 5 frères au plus leurs conjoints et neveux se réunirent dans la maisonnette du Marais. Restaurée par Léopold. Le jardin. Où leurs initiales entaillées sur le chêne avaient guéri en bourgeon. Bourdonnait de vie. Julien entonna une chanson nouvelle. Les fils de la généreuse. Un hymne à Émilie qui fit couler des larmes. Arthur dévoila un portrait collectif, 5 hommes aux âges variés. Unis par des regards complices. Avec en arrière-plan la scène scintillante. C'est nous, murmura Léopold. Serrant Arthur contre lui sans honte. Le climax émotionnel survint quand Pierre. Ému. Avoua, j'ai trahi par peur. Mais votre amour m'a sauvé. 3 d'entre nous portent ce flambeau gai, les 2 autres. Nous le portons avec vous. Une étreinte collective c'est là le pacte, pas de fin heureuse forcée. Mais une paix humaniste. Où les cicatrices deviennent médailles. Marc leva son verre, à Émilie. Qui nous a fait homme? La nuit tomba. Étoilée comme un plafond de cathédrale. Et les frères veillèrent tard. Racontant des histoires d'enfance la pluie de Montmartre. Les jeux rudes. Les secrets partagés. Léopold et Arthur s'éclipsèrent vers la Seine. Main dans la main. Observant les lumières danser sur l'eau. Notre trahison était une leçon. Dit Arthur. Elle nous a rendus plus forts.
Léopold l'embrassa. Doux et profond est notre amour. Immortel. Julien. Avec Étienne. Berça Rose endormie. Murmurant, un jour. Le monde acceptera ça comme normal. Pierre. Thérèse à ses côtés. Sourit dans l'ombre et nous y veillerons. Marc. Veillant le feu. Pensa à Émilie, son geste généreux avait semé une moisson d'amour. Au-delà des genres. Des guerres. Des abandons. Ainsi. Dans le cœur de Paris éternel. 5 fils d'une mère adoptive tressèrent un legs humaniste, l'amour. Dans toute sa diversité. Comme remède aux abysses. Pas de triomphe éclatant. Mais une harmonie douce amère. Où la romance gaie fleurit en fraternité élargie. Prouvant que la générosité d'une femme pouvait réécrire les étoiles.